Merci beaucoup Elisabeth pour cette présentation. Je vais vous parler vous donner un petit aspect de la communauté ou des communautés dans lesquelles vivent les plantes alimentaires. On va revenir aux fondamentaux. Une plante, fondamentalement, c'est deux réseaux ramifiés. Un premier réseau aérien, atmosphérique, qui permet de capter le soleil, l'énergie lumineuse et puis le dioxyde de carbone. Et ce réseau est relié par des rameaux et des tiges à un deuxième réseau souterrain, celui qui absorbe les eaux et les sels minéraux. Ces deux réseaux vont permettre d'absorber des éléments nutritifs qui sont diffus dans le milieu, diffus dans l'environnement. Et en fait, sans ces réseaux, c'est absolument impossible d'utiliser ces ressources. Le problème, c'est que pour constituer ces réseaux, il faut être fixé. Et nous, la fixité de la plante, on l'appréhende comme une vulnérabilité. Parce que si on est fixé, finalement, comment est-ce qu'on peut continuer de se nourrir alors qu'on est toujours au même endroit et qu'on épuise les nutriments grâce auxquels on grandit? Si on est toujours au même endroit, comment est-ce qu'on peut se défendre, s'enfuir ou s'en donner un coup de sabot? Et puis si on est toujours au même endroit, comment est-ce qu'on peut rencontrer et se reproduire sans rencontrer ses partenaires sexuels? Mais en fait, les plantes, elles font, grâce à ces ressources diffuses, elles vont faire la photosynthèse. Elles vont faire leur biomasse avec ça, elles vont grandir, se développer avec ça. Mais les produits de la photosynthèse, les photosynthétas, ils ne servent pas seulement à sa physiologie à elle. Ils vont servir aussi de monnaie d'échange. Ils vont servir à nourrir tout un tas d'interactions et ils vont surtout leur permettre finalement d'interagir effectivement avec des organismes qui vont les aider à remplir les fonctions qu'elles ne peuvent remplir elles-mêmes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit panorama rapide de comment on peut manger, les différentes façons de manger une plante. Donc on peut manger les feuilles, on peut manger le bois, on peut sucer les sèves, c'est les opophages. Il y en a qui vont manger les tissus qui sont entre deux épidermes. Et il y a même des écologies un peu complexes, comme celles qui vont faire des gales. Évidemment, toutes ces interactions de phytophages, elles nous paraissent nuisibles à la plante. Mais on a d'autres interactions de phytophages qui sont, elles, mutualistes. On va avoir des organismes qui vont effectivement pouvoir continuer à nuire à la plante. Un papillon qui absorbe le nectar, il ne transporte pas de pollen. Il n'est pas pollinisateur, contrairement à l'image qu'on en a fréquemment. Donc on peut continuer à avoir des interactions qui vont consommer finalement les ressources de la plante sans apporter de bénéfices. Mais si on prend l'exemple de l'écureuil, qui va aller cacher 3000 noisettes par an, s'il y a une seule noisette qui l'oublie et qui germe et qui donne un noisetier, ça veut dire que le noisetier a consacré 2999 noisettes à nourrir de l'écureuil pour pouvoir assurer sa pérennité. L'idée, je reste là-dessus, c'est que les plantes, elles vont avoir été sélectionnées pour évidemment favoriser les interactions qui vont leur permettre de remplir leurs fonctions et également sélectionnées pour essayer d'éviter celles qui vont leur nuire. Et pour ça, elles ont une autre capacité exceptionnelle autre que la photosynthèse, c'est qu'elles savent faire des molécules extrêmement variées, qu'on appelle les métabolites secondaires. Ne serait-ce que pour la défense, c'est des dizaines de milliers de molécules qui ont été identifiées et qui vont par des méthodes assez variées. On en a eu un aperçu hier avec l'intervention de Marc-André sur les tanins. Avec ces méthodes assez variées, vont permettre de défendre la plante. C'est ce qu'on va appeler des défenses chimiques directes. Alors on peut prendre un exemple concret sur un chou. Les choux, comme toutes les plantes de cette famille, vont produire des glucosinolates. Ces glucosinolates, en fait, ils sont répulsifs pour la plupart des espèces. Et si jamais vous avez une chenille qui est pondue, dont l'œuf est pondu sur un chou et qui se met à mâcher du chou, il va y avoir une mise en contact de glucosinolates et d'une enzyme qu'on appelle la myrosinase, qui sont dans les cellules, dans des compartiments différents de la cellule de chou, mais au moment où la cellule est croquée, ils vont rentrer en contact et ça va produire des isothiocyanates qui sont toxiques. C'est eux d'ailleurs qui donnent le piquant de la moutarde. Le truc, c'est que ces glucosinolates, qui vont jouer le rôle de répulsif pour la grande majorité finalement des insectes phytophages, vont au contraire jouer le rôle d'attracteurs pour ceux qui sont adaptés à cette défense. Et c'est le cas de la pierrite du chou. La pierrite du chou va consommer
le chou, mais elle a une enzyme dans son tube digestif qui a inactivé la myrosinase. Et donc, les glucosinolates ne sont pas toxiques pour elle. Donc on pourrait se dire que cette première barrière de défense directe, finalement, elle est dépassée et elle n'est pas suffisante. Mais dans la salive de la pierride, on a une bêta-glucosidase, c'est une autre enzyme. Et cette autre enzyme, en fait, elle va contribuer à dégrader des composés du chou et ça va émettre des composés organiques volatiles. Et ces composés organiques volatiles, ils vont être perçus par une petite guêpe qui s'appelle Cotesia. Et cette petite guêpe, elle arrive et elle va pondre dans la pierride. Les œufs de Cotesia vont se développer à l'intérieur de la pierride, se nourrir de la chenille qui est encore vivante. Et à maturité, les larves de Cotesia vont sortir et tuer la pierride. On sait que Cotesia, aujourd'hui, réduit considérablement les effectifs de pierride. Les chenilles, les larves de Cotesia, restent sur le cadavre de la pierride, vont faire des chrysalides à leur tour, vont se métamorphoser, et de là vont émerger des Cotesia adultes, le cycle est bouclé. L'écologie des parasitoïdes, c'est une écologie extrêmement fréquente. Il y a énormément d'insectes qui sont des victimes de parasitoïdes. Tellement fréquente que Cotesia elle-même peut être victime d'un parasitoïde. Vous reconnaissez ici un cadavre de pierride dans le fond, là ? Vous voyez ici la chrysalide de Cotesia, et vous avez une autre petite guêpe parasitoïde qui s'appelle l'Isibia, qui vient pondre à l'intérieur du parasitoïde de la pierride. Donc on commence à sentir qu'il y a un peu de complexité dans tout ça, et que si on va commencer à essayer de jouer avec cette écologie, eh bien, il va falloir s'armer de pas mal de patience. Alors, avant d'avancer un petit peu plus loin sur ces points chimiques, si on veut favoriser Cotesia, la larve, elle se nourrit de chenilles, mais l'adulte, lui, se nourrit de nectar. Donc il faut trouver des plantes sur lesquelles les adultes vont volontiers venir, et il se trouve que Cotesia aime bien le sarrasin. Elle aime bien également l'aneth, elle aime bien également l'origan. Et là, on est sur des choses que certains jardiniers connaissent bien, c'est qu'associer certaines plantes les unes avec les autres, c'est plutôt favorable à certains ennemis naturels des ravageurs des cultures. Alors c'est l'idée d'appeler à l'aide un ennemi naturel de ses propres ennemis. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. C'est assez fréquent. J'ai pris 3 exemples et j'aurais pu en prendre des dizaines. Donc un autre exemple chez le chou. Au moment où la pierride elle pond ses œufs sur le chou, ça modifie les petits lipides de la cuticule du chou. Et ça émet aussi des composés volatiles et ça appelle une autre guêpe qui s'appelle le trichogramme. Chez les haricots et le concombre, on va appeler un acarien prédateur pour lutter contre un acarien qui est herbivore. Et chez le maïs, il y a une autre Cotesia qui va être appelée contre un papillon nocturne. Alors, ce qu'on voit, c'est que même les meilleurs naturalistes d'entre nous, en fait, quand on se balade dans la nature, on voit qu'il y a toute une partie des interactions qui nous échappent parce qu'elles sont chimiques et qu'on n'a pas les sens pour percevoir tout ça. Et donc, en fait, on va avoir besoin d'analyses plus complètes pour essayer de percevoir toutes ces interactions. C'est ce qui a été fait, c'est ce qui est en cours aujourd'hui dans les travaux de recherche, mais notamment, ce qui a été clairement identifié, c'est que les messages chimiques qui sont émis par la plante attaquée, eh bien, vous avez donc des composés organiques volatiles, des molécules. Donc non seulement la nature des molécules est importante, mais même quand vous avez les bonnes molécules, mais dans des proportions mauvaises, en fait, ça n'appelle pas l'ennemi naturel que l'on recherche. Il faut que ce soit non seulement les bonnes molécules, mais en plus dans les bonnes proportions pour qu'on ait le signal efficace. Alors ça veut dire que du coup, c'est un signal qui est facilement perturbé. Et si on prend toujours notre histoire de chou, mais que cette fois-ci, notre chou il est attaqué par 2 insectes en même temps, une pierride et la mouche du chou, eh bien en fait, le chou va émettre un bouquet de composés organiques volatiles, un bouquet de molécules, et les ennemis naturels ne vont pas reconnaître le signal, et en fait on a un contrôle du coup des ravageurs qui est beaucoup moins efficace. Alors si on élargit plus généralement avec une autre communauté d'organismes qui sont des ennemis des cultures que sont les pucerons, on voit que si on a, alors ces études qui ont été faites à Göttingen qui montrent quelque chose d'intéressant, c'est que si on n'a aucun prédateur ni parasitoïde, eh bien, on va avoir 3 fois plus de pucerons que si tous les prédateurs et les parasitoïdes sont présents. Et en fait, ils ont supprimé des catégories de ces prédateurs, notamment soit ceux qui étaient au sol, soit ceux qui étaient volants, et on voit qu'en fait, on a une réponse qui est graduelle. Et c'est bien lorsqu'on a l'ensemble de la communauté des prédateurs et des parasitoïdes qu'on a le maximum de biocontrôle des pucerons.
Donc ça illustre une notion importante en matière de biocontrôle. Hein. D'abord que le biocontrôle est efficace s'il y a de la complémentarité, c'est-à-dire si on a différentes façons d'atteindre les mêmes proies, parce qu'il peut y avoir des prédateurs qui ne sont pas disponibles à un moment ou dont les messages chimiques sont perturbés, comme on vient de le voir. Et puis, il va être également intéressant d'avoir de la redondance, toujours pour la même raison, si jamais il y avait de l'indisponibilité. On va passer à une autre catégorie d'interactions, qui sont les pollinisations. Alors évidemment, toutes les plantes alimentaires n'ont pas besoin d'insectes pour être pollinisées. C'est le cas de la noisette, du blé ou du maïs. Mais si on prend une aubergine ou de nombreuses autres plantes qui doivent être pollinisées, généralement ce sont des fleurs qui vont remplir le rôle attracteur, donc des fleurs qui par leur forme, leur couleur et leurs odeurs vont attirer. Et puis généralement il y a une récompense. Très souvent il y a une récompense. Cette récompense, ça peut être du pollen, mais il y a également souvent du nectar. La question, c'est de savoir si le nectar lui-même, il peut être l'objet d'une modulation des interactions. Alors, il y a des travaux, juste pour illustrer cette notion, des travaux qui ont été faits sur le citronnier. Enfin, on a constaté plus exactement que sur le citronnier, il y avait de la caféine dans le nectar. Ce qui paraît un peu surprenant, parce qu'a priori, la caféine, c'est plutôt une molécule qui sert à la défense des plantes, habituellement. Donc les chercheurs se sont demandé si cette caféine, elle joue un rôle dans l'attraction, dans les préférences du pollinisateur pour ces fleurs-là. Et les réponses étaient négatives. Du coup, ils ont essayé une expérience. Ils ont pris des odeurs florales qu'ils ont présentées à des bourdons. Et chaque fois qu'ils présentaient l'odeur, ils présentaient juste après une petite goutte de nectar, de liquide sucré plus exactement. Et ils ont appris comme ça aux bourdons à reconnaître l'odeur. Et au bout d'un moment, quand on présentait l'odeur, le bourdon dévaginait sa trompe comme pour absorber du nectar, même s'il n'y avait pas de nectar. Donc en fait, ils ont fait un apprentissage finalement. Cet apprentissage, il persiste plus de 10 minutes après la première présentation de la molécule, quelle que soit la concentration en caféine qu'on a mis dans le nectar. En revanche, ce qu'on observe, c'est que quand on a mis plus de caféine dans le nectar, et là vous avez des concentrations croissantes ici de caféine dans le nectar, eh bien le bourdon est capable de se rappeler de l'odeur et d'associer l'odeur à de la nourriture pendant plus de 24 heures. Ce qui veut dire que finalement la caféine a amélioré la mémorisation du bourdon sur 24 heures, et que ça veut dire que s'il a butiné des fleurs le jour J plus 1, il se rappellera de l'odeur, remontera le gradient chimique pour remonter qu'il avait visité la veille, pour voir s'il y en a des nouvelles qui sont écloses et du nectar à nouveau disponible. Donc on voit que le nectar est probablement dans sa composition un facteur important de la modulation de l'interaction des plantes avec le nectar. Alors quand on étudie un peu cette composition, elle est assez complexe, hein. On a évidemment des sucres. Hein. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a des sucres, par exemple les nectars qui sont destinés aux fourmis ne contiennent pas de saccharose, parce que les fourmis ne savent pas digérer le saccharose. On a de la nicotine, qui, dans certains nectars, qui au contraire cherchent à éviter les fourmis, parce que les fourmis ne vont pas prendre des nectars qui contiennent de la nicotine. On va avoir des acides aminés chez les courges et les colzas, par exemple, en grande quantité, notamment de la proline dans les nectars, ce qui peut paraître un peu étonnant, mais en fait on sait depuis assez peu de temps que la proline est un métabolite important des muscles du vol. Et en fait, il semblerait que les abeilles recherchent préférentiellement des nectars qui sont riches en proline. Donc on voit comme ça qu'il y a, en fonction des espèces, en fonction des types d'interactions, des compositions de nectar qui ont été sélectionnées au cours de l'histoire des plantes. On va passer à une autre catégorie d'interactions, qui sont des interactions racinaires. Donc qui sont extrêmement diversifiés dans leur nature et dans les organismes qui sont impliqués. Ces interactions, on sait qu'elles ont des conséquences à la fois sur l'acquisition de l'eau, l'acquisition des nutriments, la plasticité phénotypique, mais aussi sur la défense, aussi bien sur la résistance aux contraintes physico-chimiques, le froid, le manque d'eau, etc., ou alors sur la défense biotique. Alors comment, d'abord, est-ce que vont être nourris et comment finalement la plante va entretenir ces organismes à proximité de sa racine? En fait, on a une petite zone qu'on appelle la rhizosphère qui fait quelques millimètres autour de la racine, dans laquelle la plante va émettre un certain nombre de ses photosynthétas. Toujours cette monnaie d'échange pour pouvoir finalement monnayer des services. On estime qu'il y a à peu près 50%, c'est énorme, hein, à peu près la moitié de la photosynthèse qui est émise par les racines.
donc qui est perdue finalement dans le sol. Alors elle n'est pas complètement perdue puisqu'elle va notamment permettre d'entretenir à proximité des racines des flores qui sont choisies. On va également avoir des émissions de molécules, notamment des métabolites secondaires, qui vont sélectionner également les organismes à proximité de ces racines. Alors parmi, et je vais passer vite là-dessus, mais parce que ce sont des choses qui sont connues, mais parmi les interactions racinaires qui nous intéressent, il y a bien sûr les interactions des légumineuses. Je rappelle que cette famille de plantes, même si elle n'est pas la seule à faire des symbioses racinaires fixatrices d'azote, elle a une importance considérable en agronomie et en nutrition pour les humains. Et que la mise en place de cette symbiose, c'est aussi un dialogue moléculaire. Vous avez des émissions par la racine de flavonoïdes qui vont générer chez les micro-organismes la production de facteurs qu'on appelle les facteurs nodes, qui vont contribuer à la morphogénèse de la nodosité. Et ça va permettre à la légumineuse capable de faire ces structures à la surface de ses racines de capter l'azote atmosphérique de l'air. C'est quelque chose de considérable qu'on a tendance à... qui est pris en compte bien évidemment, mais je trouve à titre personnel complètement incroyable que l'azote soit un facteur limitant de la croissance des plantes, à tel point que les engrais sont un sujet de débat permanent, alors même que notre atmosphère est composée de 78% d'azote. C'est-à-dire que c'est comme si on avait un mendiant qui était juste à côté d'un trésor, et finalement les légumineuses, elles ont trouvé la clé du trésor, puisqu'elles sont capables d'accéder à ce réservoir infini d'azote atmosphérique. L'autre symbiose racinaire est évidemment essentielle, c'est les symbioses mycorhiziennes qui concernent 90% des plantes. Et je vous ai mis ces photos surtout pour vous montrer à quel point la finesse des filaments des champignons par rapport à des cellules végétales explique à quel point le champignon est capable d'aller dans les plus petits interstices du sol, là où les racines ne peuvent pas aller, et donc va pouvoir apporter un complément alimentaire parce qu'il est davantage capable que la racine d'aller explorer le sol. Les plantes alimentaires tirent un bénéfice de la mycorhisation assez variable. Si vous prenez la carotte, vous voyez qu'elle tire profit de la mycorhisation en augmentant sa masse dans ces données de façon considérable, ce qui n'est pas du tout le cas du blé. En fait, on a des plantes qui peuvent être mycorhizées, le blé peut être mycorhizé, mais qui ne vont tirer qu'un bénéfice très relatif de la mycorhisation. L'autre donnée qui est ici montre que la mycorhisation, c'est la courbe du haut, ici, permet aux plantes d'avoir globalement une biomasse plus forte, même quand on a une quantité d'eau disponible qui est relativement faible. Donc ça, c'est une meilleure résistance au stress hydrique. Au cours de la domestication, quand on fait l'analyse sur pas mal de plantes cultivées qui justement sont peu sensibles à la mycorhisation, on se rend compte que c'est surtout dans les conditions de fort apport de phosphate, qui lui aussi est un élément limitant de la croissance, que la mycorhisation présente peu d'effets chez les plantes domestiquées. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs chez les plantes, chez leurs plus proches parents sauvages. En revanche, si on imagine qu'on favorisera à l'avenir des agricultures qui sont bas intrants, et c'est-à-dire qui seront pauvres en phosphore, eh bien vous voyez que là, la mycorhisation, elle reprend tout son intérêt puisqu'elle va permettre d'avoir des plantes qui se développent beaucoup mieux dans des sols qui sont moins riches. Alors, ce qui s'est passé au moment de la domestication, on commence tout juste à explorer ces questions-là. C'est un thème de recherche très à la mode en ce moment, où en fait, parallèlement à ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire que la diversité des plantes sauvages a été sous-échantillonnée, on a eu un goulot d'étranglement pour faire la diversité des plantes cultivées, donc ça c'est plutôt sur le plan génétique, eh bien il y a sans doute quelque chose de similaire qui est arrivé avec les interactions. C'est-à-dire que les microbes, les pollinisateurs, les parasites, les ennemis naturels avec lesquels vivaient les plantes dans leur milieu sauvage ont été en partie sous-échantillonnés. Il y a d'ailleurs quelques parasites qui ont suivi. On peut prendre la tavelure du pommier par exemple, et il y en a d'autres qui ont suivi bien évidemment les plantes, mais c'est un sous-échantillonnage à chaque fois. Et puis surtout les plantes au cours de leur histoire et de leur transplantation d'un continent à l'autre ont rencontré finalement d'autres organismes et donc de nouvelles interactions se sont créées. Là où c'est un champ de recherche intéressant, c'est que peut-être que dans les interactions des plus proches parents sauvages, on a peut-être des choses intéressantes à aller chercher pour pouvoir imaginer des nouvelles pratiques agricoles. Alors c'est justement ce qu'on va voir dans la dernière partie de mon exposé.
comment est-ce qu'on joue un petit peu là-dessus? Alors pour l'instant, ça reste encore... Il y a pas mal d'expériences évidemment qui ont été faites, mais par rapport à tout ce qui existe comme pratiques agricoles, ça reste relativement minoritaire. La première pratique, c'est de faire des bandes fleuries. Prendre bandes fleuries sur le bord des plantes cultivées, des parcelles cultivées. Donc on sait que ça augmente l'abondance de certains organismes. Ici, on est sur des parcelles de fraisiers. On voit que ça augmente notamment les proportions de bourdons, d'avoir des bandes fleuries. Ça va augmenter aussi des populations de prédateurs ou de décomposeurs. On voit qu'ici, une comparaison faite en Suisse sur des parcelles contenant, avec des bandes fleuries, des haies, des prairies, ou sur la parcelle elle-même qui contenait des cultures arables, eh bien, on a des grosses différences d'abondance des organismes présents. Et donc, il y a une espèce d'idée qui prévaut en écologie, qui est que de mettre des éléments semi-naturels, c'est-à-dire des espaces non cultivés à proximité des espaces cultivés, ça va permettre d'abriter tout un tas d'auxiliaires, des pollinisateurs ou des ennemis naturels, qui vont être finalement favorables à nos cultures. Et en fait, ce paradigme, il vient s'opposer au paradigme du XXe siècle qui disait, au contraire, tous ces espaces non cultivés, ces espaces semi-naturels, c'est des réserves de pathogènes, de nuisibles. Donc on a remplacé un paradigme par un autre. Donc il y a une publication de 2018 qui a fait une grosse étude, une méta-analyse sur 32 études, et qui dit finalement c'est quoi le bilan? C'est positif ou c'est pas positif d'avoir des espaces semi-naturels? Eh bien la réponse elle est hétérogène. C'est ni oui ni non, et ça dépend énormément des conditions, de la composition du paysage, de la nature des espaces semi-naturels. On voit une réponse des ennemis naturels. Alors là c'était spécifiquement sur le biocontrôle des ravageurs des cultures. On voit que les ennemis naturels, les réponses des ennemis naturels restent hétérogènes, qu'on a des taux de prédation, des dommages aux cultures et des rendements qui présentent des réponses différentes, c'est-à-dire qu'on n'a pas systématiquement un avantage ou un inconvénient à mettre des espaces semi-naturels près de ces cultures, et que ça dépend énormément des conditions sur place. L'autre grande innovation dans la communauté, on va dire, des plantes au sens large, c'est déjà d'associer les plantes les unes avec les autres. Et une des associations les plus communes, c'est d'associer des légumineuses, puisque notamment les céréales ne savent pas elles-mêmes fixer l'azote. L'idée, c'est de leur adjoindre des plantes compagnes qui savent le faire. Et sur une étude qui compare plusieurs couples entre céréales et légumineuses, on observe à la fois une augmentation du rendement par rapport à des cultures pures. On n'aurait que les légumineuses ou que les céréales. Donc on voit qu'on est au-dessus en fait de l'équivalence. Et la teneur en protéines, qui est un critère important pour les céréales et qui notamment modifie leur prix d'achat, eh bien on voit qu'également la teneur en protéines des céréales est augmentée lorsqu'elles sont cultivées en mélange, en association avec des légumineuses. Alors comment expliquer ce résultat? En fait, c'est à la fois un phénomène de compétition positive et de complémentarité. Alors comment la compétition peut être positive? En fait, quand vous cultivez des céréales et des légumineuses côte à côte, la céréale va très rapidement utiliser l'azote qui est dans le sol, notamment près de la surface. Donc la légumineuse va avoir tendance à faire descendre son système racinaire plus en profondeur et aller chercher des nutriments plus en profondeur. Ça va la pousser aussi à faire davantage de nodosité et donc à pouvoir puiser de l'azote de l'air, c'est-à-dire qu'en gros, s'il n'y avait pas le céréale, elle aurait été un peu plus feignante, elle aurait peut-être fait moins de nodosité, elle aurait moins puisé dans le réservoir atmosphérique. Donc finalement, l'association des deux pousse chacune dans une niche écologique et favorise le bilan global. Un autre mode d'association entre les cultures, c'est l'agroforesterie, qui est un mode de culture qui était traditionnel et qui, de façon assez remarquable, a persisté au travers des révolutions agricoles. Alors même s'il y a eu des régressions, vous avez toujours des prés-vergers en Normandie, vous avez toujours des moutons sous les mirabelliers en Lorraine, vous avez, alors en plus ils ont obtenu leur AOP des cochons dans les châtaigneraies en Corse, et puis on a un gros renouveau de l'agroforesterie, notamment avec l'émergence le développement plus exactement d'une agroforesterie en grande culture. Et ce qu'on observe, c'est que la complémentarité, là encore, parce que en fait, la somme, on va dire, des parties est plus élevée
enfin le tout est plus élevé que la somme des parties, eh bien on va obtenir 30% de rendement sur 20 ans, en plus ici dans une expérimentation de céréales sur des peupliers. Alors quand vous voyez cette photo-là, où les peupliers sont à 1 ou 2 ans d'être coupés, eh bien en fait on se pose la question, on se dit mais avec toute cette tombe sur les céréales, c'est étrange que les céréales fassent autant de photosynthèse. En fait ça s'explique par encore une fois un phénomène de complémentarité et de compétition. Sur une année complète, vous regardez, ça c'est le développement d'un blé d'hiver en l'occurrence, et puis ça ce sont les feuilles d'un noyer. Eh bien, ce que vous voyez, c'est que la phase pendant laquelle il y a compétition, elle n'est pas si longue que ça. Parce que finalement, le noyer, ses feuilles vont émerger en avril, et à ce moment-là, le blé d'hiver, il est déjà fortement développé. Et il va être récolté en juin, et le noyer, il a encore tout l'automne pour faire de la photosynthèse. Ce que ça montre surtout, c'est que la lumière reçue globalement sur la parcelle, elle va être beaucoup mieux exploitée quand vous mettez les deux plantes en association que si vous aviez mis que du blé ou que du noyer. Alors par ailleurs, les arbres dans les systèmes agricoles, ils vont apporter tout un tas d'autres bénéfices. Alors la compétition dont je viens de parler, elle s'exerce aussi sur les racines. Hein. Le système racinaire des arbres, parce qu'il est en compétition avec les céréales, si c'est des céréales, va descendre beaucoup plus en profondeur pour aller chercher des nutriments et de l'eau. Ces nutriments, ils vont se retrouver dans les feuilles, donc vont nourrir en surface quand les feuilles tombent les parcelles. On va également pouvoir servir de gîte et de couvert pour de nombreux auxiliaires, éventuellement produire des productions de noix, de miel, etc. complémentaires. Et je terminerai avec deux petits exemples. Le premier, c'est un exemple au Kenya, qui a initié tout un mouvement d'ailleurs de recherche qui s'appelle le push-pull. Le maïs, ici, il est cultivé avec des rangs intercalaires avec une fabacée, le desmodium, qui est une plante fourragère. Et autour des parcelles, on a du napier, qui est une graminée fourragère également. Pourquoi est-ce qu'on fait ce dispositif? Pour lutter contre deux bioagresseurs du maïs. Le premier, ce sont des papillons, et notamment des pyrales. Et le deuxième, c'est le striga, qui est une plante qui est hémiparasite, qui se développe sur les racines de maïs. Alors le striga, il est peu présent, ou il disparaît quasiment du fait de la compétition avec le desmodium. Et concernant la pyrale, je vais prendre l'autre figure, eh bien en fait le desmodium va émettre des composés volatiles qui sont répulsifs pour la pyrale, alors que le napier va émettre des composés qui sont attractifs, d'où le terme push. Push, ce sont les composés, c'est la composante desmodium, et pull, pour tirer, c'est la composante napier. Et donc finalement, les pyrales vont plutôt aller sur les napiers et pas tellement au milieu de la parcelle. En plus, quand elles vont avoir pondu et que les larves vont émerger du napier, ces larves vont croquer dans le napier et elles vont être collées sur place par des émissions de substances collantes par le napier. Et donc on se débarrasse ainsi des pyrales. Le gros avantage, c'est que c'est une pratique qui est manuelle, c'est-à-dire qui ne demande pas beaucoup de mécanisation. Et aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines de milliers de paysans en Afrique de l'Est qui appliquent ce mode de production. Alors le push-pull, je vous disais, a donné lieu à pas mal de nouvelles expérimentations. On a essayé sur plein d'autres plantes de faire la même chose. La difficulté, c'est les composantes pull, en général, on arrive à trouver des plantes, ce qu'on appelle des plantes pièges, qui vont attirer l'espèce indésirable. Par contre, la composante push, très souvent, on est réduit à utiliser des extraits de plantes ou des composés purs. Parfois, on arrive à trouver des plantes répulsives qui sont suffisamment efficaces. Mais les travaux continuent et il y a beaucoup de cultures pour lesquelles on cherche à trouver des solutions. Et puis, j'ai terminé avec cet exemple qui est le programme Gamour, qui a été fait par le CIRAD à La Réunion, qui a été développé pour lutter contre la mouche des légumes, qui est une mouche qui pond dans les cucurbitacées, donc dans les chayotes, les melons, les pastèques, etc., les concombres. Alors, cette mouche des légumes, en fait, les mâles vont se retrouver sur des... Une fois qu'on a compris les cycles, ils vont se retrouver sur du maïs. Et donc l'idée, c'est de planter du maïs sur le bord des parcelles de façon à y attirer les mâles. Et puis là, on met des pièges à phéromones pour les empêcher de se reproduire.
L'autre composante du projet, c'est d'agir également au niveau de la ponte qui a lieu sur le fruit proprement dit. Et vous avez ici une structure qui a l'air toute simple, mais qui est pourtant extrêmement efficace et puis relativement maligne, qui est en fait un compost placé sur le bord des parcelles. Ce compost, il est entouré d'un grillage très fin. Ce grillage fin empêche les mouches des légumes de sortir. Donc dès qu'on voit des fruits qui sont contaminés, eh bien, on les jette à l'intérieur du compost, on referme la porte. Mais par contre, il y a des parasitoïdes de la mouche des légumes qui, elles, sont plus petites, vont pouvoir passer à l'intérieur du grillage. Et donc elles vont aller pondre à l'intérieur des larves à l'intérieur. Et cette petite case, on l'appelle l'augmentorium, parce qu'en fait, ça va multiplier le parasitoïde qui va ressortir une fois qu'il a réalisé son cycle et qui va pouvoir aller, y compris dans la parcelle, si jamais il y a d'autres individus qui ont pondu. Et donc on a ici une méthode agroécologique qui permet évidemment de réduire considérablement les quantités de pesticides, sachant que l'utilisation des pesticides sur les cultures de cucurbitacées était un gros souci, notamment pour les agriculteurs à La Réunion. Voilà, pour terminer, j'aimerais insister sur deux points. La première chose, c'est que vous avez, on a effleuré au début la quantité d'interactions auxquelles chaque plante est soumise et à quel point ces interactions sont complexes. Donc ça veut dire que si on veut imaginer des procédés agroécologiques qui nous permettent de cultiver à bas intrants, eh bien, il y a un effort de recherche considérable à mener pour pouvoir comprendre comment ces plantes luttent naturellement et comment est-ce qu'on peut nous le favoriser. Et puis le dernier point, c'est que c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est que finalement, les leçons de la nature, elles sont encore à prendre pendant longtemps, parce que finalement, chaque fois qu'on ouvre un sujet, eh bien, on se rend compte que c'est une boîte de Pandore et qu'il y a énormément de choses à étudier derrière, ce qui fait aussi que tout ça est relativement passionnant. Voilà, je vous remercie. Oui, je vois que... Juste une question. Dans tous les territoires, on a fait du remembrement à grande échelle, donc on a des paysages ouverts alors qu'on avait du bocage il y a 30 ou 40 ans. Comment peut-on redéterminer quelle va être la bonne formule d'établissement d'une nouvelle communauté, si je comprends bien, à partir justement de remembrement, de haies, parce qu'il va falloir geler dans la durée. Comment pouvez-vous anticiper quelle va être la bonne formule à la sortie? Alors, en fait, s'il fallait, de façon, on va dire, traditionnelle par les méthodes classiques de la recherche, mettre au point des associations de culture idéales pour replanter les haies, ça prendrait des années et des années de travaux, parce qu'il y a encore énormément de choses qui ne sont pas connues. Donc en fait, ça va être une conjonction de ces travaux, on va dire, de recherche classique, avec des démarches empiriques. Alors il y a des choses sur lesquelles on peut répondre assez facilement. Si on prend les pollinisateurs, ce qu'on sait, c'est que les pollinisateurs, globalement, ils ont besoin de se nourrir toute l'année. Si vous avez une parcelle agricole dans laquelle, admettons, vous allez cultiver une céréale, il n'y a rien qui se mange à l'intérieur. D'accord ? Si vous cultivez du colza, vous allez avoir le colza qui va être fleuri quelques semaines au mois de mai, et en fait, ça va être très court. Le reste du temps, vos pollinisateurs, ils n'ont rien à manger. Donc l'idée, c'est que déjà, pour avoir des pollinisateurs au moment où vous voulez votre colza ou votre tournesol, eh bien, il va falloir vous débrouiller pour que vos floraisons, ce qui va nourrir vos pollinisateurs, elles s'étalent toute l'année. Donc il faut que vous ayez du saule, par exemple, parce que le saule, il va faire ses inflorescences en février, et que vous allez avoir du pollen dès le mois de février. Il va vous falloir du noisetier, parce que ça va aussi fournir du pollen, et puis il faudrait avoir du lierre. Pourquoi le lierre ? Parce que le lierre, il va faire ses fleurs en octobre, et du coup, vous allez avoir vos pollinisateurs qui, quasiment de février jusqu'à octobre, vont avoir à manger, et n'auront qu'une phase d'hivernage qui est relativement courte. Donc ça, c'est pour le couvert. Après, il faut aussi avoir des espaces dans lesquels ces animaux vont pouvoir passer l'hiver. Donc ça dépend des espèces, mais en gros, il faut avoir... ça peut être des feuilles mortes, ça peut être du sable, ça peut être... Voilà, il y a différentes choses qui vont être nécessaires. Mais d'une façon générale, plus on va avoir un environnement complexe, et plus on augmente ses chances de pouvoir les abriter. En ce qui concerne... Là où c'est plus compliqué, c'est pour les ennemis naturels, parce qu'en fait,
vos ennemis naturels, si vous voulez les favoriser, vous risquez de favoriser en même... Ils ont besoin en fait de leur proie pour vivre. Donc, je vais vous donner un exemple simple, c'est les pucerons. Si vous mettez du sureau dans votre haie, eh bien, dessus, il y a un puceron qui s'appelle le puceron noir du sureau. Et il se trouve que ce puceron noir du sureau, il ne va pas sur les autres plantes. Et donc, en ayant du sureau, bah, vous allez attirer les prédateurs de pucerons qui, eux, sont généralistes, c'est-à-dire qu'un puceron, pour eux, c'est un puceron, donc ils vont être à proximité du sureau. Vous pouvez avoir des coccinelles, des chrysopes, des cirphes, les nombreux prédateurs de pucerons qui vont être à proximité de votre sureau. Et si, du coup, dans les quelques dizaines ou centaines de mètres à proximité de vos sureaux, vous faites une culture sur laquelle des pucerons se développent, eh bien vous aurez vos prédateurs qui seront plus proches. Donc voilà, ça c'est des choses ponctuelles qu'on connaît. De là à composer l'ensemble de la haie, bah, évidemment il faut assembler un peu toutes ces méthodes qui sont plus ou moins empiriques. Il y en a qui sont attestées par la recherche et d'autres qui sont plus empiriques. Merci, monsieur le professeur, c'est absolument passionnant votre intervention. J'aurais voulu vous demander, est-ce qu'il y a des études, on imagine plutôt que dans le passé, les méthodes agricoles par terroir, par région, par province, comme on disait autrefois, on tirait parti de tout ce que vous avez dit de façon pragmatique. Est-ce qu'on analyse parallèlement la méthode de culture dans le Perche, la méthode de culture en Bretagne, etc., pour voir pourquoi on a fait tel et tel choix, justement, de prés, de haies, d'alternance? Vous allez dire les méthodes agricoles anciennes, c'est ça? Ouais. Anciennes et localisées, oui, oui. Oui, il y a pas mal de gens qui travaillent sur ces questions-là. Donc, sur le bocage, notamment Percheron ou de Bretagne, oui, on a pas mal de données sur les usages qui ont été faits. En fait, les usages qu'on imagine de la haie telle qu'on la replante aujourd'hui ne sont pas du tout les usages que les gens avaient de la haie auparavant, si on prend la haie. Une haie, jusqu'au 19e, au milieu du 20e, c'était du bois de chauffage. C'était de la clôture, on n'avait pas de fil barbelé et tout ça, donc en fait on faisait des haies hyper denses d'aubépines et de pruneliers pour servir de clôture pour le bétail. Et c'était des arbres fruitiers, les vergers de fruitiers, il y avait plein d'endroits où ils n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui. Et en fait, les gens se nourrissaient de fruits par des arbres fruitiers qui étaient présents dans les jardins ou dans les haies le long des champs. Donc ça, c'est des usages. Et les feuilles pour le fourrage. D'ailleurs, les feuilles pour le fourrage, par contre, c'est une fonction qui revient un peu. Il y a des gens qui s'en occupent parce qu'on sait que les vaches aiment particulièrement les feuilles de frêne, par exemple. Et donc, il y a un peu de retour là-dessus. Donc oui, évidemment, c'est une source d'inspiration de savoir comment ça se passait avant. Il y a une dernière question. Il y en a une là-bas, à gauche. Là-bas, pardon. Vous voyez pas. J'avais juste une petite question. J'ai pas compris en fait en quoi le blé n'avait pas besoin, par exemple, de mycorhizes. Comment ça se fait qu'il n'en avait pas besoin en fait? En fait, si vous, une interaction, ça coûte. D'accord. Donc, vous avez compris la plante donne des photosynthétas en échange d'autres choses. Et donc, elle ne va pas faire ça si jamais elle n'en a pas besoin. Et en fait, il se trouve que si elle a un sol qui est très riche en nutriments, en azote et en phosphore, elle ne va pas faire de mycorhizes ou moins faire de mycorhizes ou des mycorhizes moins efficaces, moins développées, parce que elle n'en a pas besoin en fait. C'est-à-dire qu'elle arrive à prélever ce dont elle a besoin. Oui, monsieur Sélos. Et sur le blé, il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a eu beaucoup de sélection justement pour des blés vivant plutôt en sol riche et ne se servant pas de mycorhizes. Et on dit souvent que la réceptivité aux mycorhizes ou la capacité à utiliser les mycorhizes a diminué, c'est pas vrai. Ce qui est surtout vrai, c'est que la capacité à vivre sans mycorhizes a été fortement sélectionnée, notamment dans la sélection de lignées élites. C'est comme ça que c'est interprété d'ailleurs par les auteurs de la publication que j'ai montrée. Oui, effectivement, là on voit qu'il n'y a pas d'effet, mais c'est plutôt parce que le témoin se porte bien sans mycorhizes.